des ambitions, c'est celle de pouvoir contrôler cette évolution, et c'est dans cet esprit que nous mettons actuellement en place des observatoires économiques régionaux, sur la proposition du ministre du Travail d'ailleurs, et que nous suivrons très précisément, plus encore que par le passé, en nous donnant les moyens de le faire, l'évolution économique, notamment des entreprises et de l'emploi dans chacune des régions. Et puis enfin des réformes que nous comptons faire également, puisque vous savez que j'ai pris l'engagement, conformément à ce que le président de la République avait annoncé pendant sa campagne, de créer ce fonds de garantie de l'emploi, à gestion paritaire d'ailleurs, Monsieur Salini, j'avais l'ambition de le faire depuis longtemps, à gestion paritaire qui nous permettra à la fois de simplifier considérablement la situation des travailleurs privés d'emploi et d'améliorer leur situation, notamment lorsqu'il s'agira de licenciements collectifs. Tout ceci est aussi une réforme très importante. En bref, vous récusez l'expression de crise, immédiate ou à terme, vous reconnaissez des problèmes qui sont... Je voudrais vous mettre d'accord, Monsieur le Premier ministre, avec l'organe officiel de l'UDR, à laquelle vous avez appartenu quand vous étiez député. J'appartiens toujours. La réalité est complètement différente. C'est pas moi qui parle, c'est la nation. La France est dans une situation de crise grave dont personne ne peut aujourd'hui prévoir le dénouement. Il faut être reconnaissant à Jean-Pierre Fourcade de l'avoir dit avec une clarté et une netteté que ne pratiquait guère son prédécesseur au ministère des Finances. Alors qui a raison, vous Monsieur Fauvet, moi, sans aucun doute. D'abord, c'est la nation. Je reconnais qu'il s'agit, enfin la nation a parfois quelques états d'âme, mais en tous les cas, croyez-moi, c'est moi qui ai raison. C'est la seule citation que j'ai amenée. Venons-en un peu à ces problèmes politiques qu'on a effleurés tout à l'heure et auxquels il serait temps de parler. La lecture de cet article de la Nation veut servir de transition justement à une question d'une nature plus politique. Je voudrais que vous me répondiez à une question très simple que je me pose depuis 6 semaines. Est-ce que vous êtes le chef de la majorité ? Est-ce qu'il faut vous considérer comme le chef de la majorité? Et si vous êtes le chef de la majorité, comment allez-vous exercer votre autorité sur la majorité? Quelle sera votre autonomie personnelle dans l'exercice de cette autorité? De toute façon, qu'est-ce que le chef d'une majorité? Je me réfère simplement à une expression que j'entends depuis 1958. Il y a toujours eu un chef de la majorité. Tout dépend ce que l'on entend par chef de la majorité. Donc vous savez très bien ce que je veux dire, monsieur. Si vous entendez par chef de la majorité, celui qui est responsable de la cohésion de la majorité, laquelle dépend essentiellement de l'action gouvernementale, eh bien, alors je considère effectivement que je suis le chef de la majorité parlementaire. Cela va de soi. Si vous entendez par là celui qui doit être le chef de tel ou tel mouvement, alors non, le Premier ministre n'est pas le chef de tel ou tel mouvement. Cela est bien clair. Cela est bien clair. Alors retenons le premier aspect des choses. Vous êtes le garant de la cohésion de la majorité et je vous répète ma question. Comment allez-vous exercer votre autorité sur cette majorité de la cohésion de laquelle vous êtes le garant? Oui. Je vous dis tout de suite d'abord que la notion de chef de la majorité n'est pas une bonne notion. Le chef de la majorité, c'est le président de la République. Chef de la majorité présidentielle dans le pays et chef de la majorité parlementaire. Et c'est à un système de cette nature que nous sommes engagés. Comment est-ce que je maintiendrai la cohésion de la majorité? Eh bien, tout dépendra de ma capacité à diriger le gouvernement. Si le gouvernement répond par la façon dont il exécute les orientations et les directives du président de la République à l'ambition de la majorité présidentielle, de celle qui soutient le président, qui est née à partir de ces déclarations qu'il a suscitées lui-même dans le pays comme au Parlement, eh bien à ce moment-là, il n'y aura pas de problème. Si au contraire le gouvernement n'en a pas la capacité, eh bien son chef sera sanctionné. Mais il y a une contradiction. C'est une notion nouvelle, parce que sous le général de Gaulle, sous le règne du général de Gaulle, et même si j'ai bonne mémoire sous le règne de Georges Pompidou, le chef de la majorité, c'était le Premier ministre. Jamais de Gaulle ne s'est présenté comme le chef de la majorité. Oui, Monsieur Fauvet, vous savez très bien qu'en réalité, le Premier ministre, sous oui, Monsieur Chirac a été très subtil, Jacques Fauvet. Il a dit que le président de la République était le chef de la majorité présidentielle. Le général de Gaulle était en réalité le chef de la majorité. Le général de Gaulle était en réalité le chef de l'UDR. C'était ça la vérité. Monsieur Pompidou également. Et nous sommes passés depuis la dernière élection présidentielle à un système d'une nature différente, dans la mesure où le principal mouvement de la majorité n'a plus que le président de la République n'est plus issu des rangs du principal mouvement de la majorité. Et que le C'est bien que le Premier ministre n'est plus, par définition, le chef de l'UDR.
Et d'autant plus que l'UDR est moralement de l'opposition. Monsieur Chirac. Écoutez, ce n'est pas ce qu'elle a démontré dans tous les votes. On est tous les observateurs. Monsieur Fauvet, j'ai lu attentivement... la gauche a voté tous vos projets. J'ai lu attentivement le Monde. Les socialistes et les communistes ont voté vos projets. J'ai lu attentivement le Monde ainsi qu'un certain nombre d'autres journaux politiques, n'est-ce pas? Une bonne lecture. Avant notamment ma déclaration de politique générale. Oui. Et j'ai observé que tous les commentateurs faisaient état de l'éclatement de l'UDR, du fait qu'il manquerait 60 voix, puis ensuite on est descendu à 50, ensuite les plus optimistes parlaient de 20 voix, etc. La vérité, c'est que l'UDR est majeur politiquement et qu'il n'a pas manqué une voix à ma déclaration de politique générale. Alors ne dites pas qu'elle est moralement dans l'opposition. L'UDR a manifesté depuis le départ, depuis le début, depuis la création de ce gouvernement, sa volonté de soutenir de façon loyale, elle l'a d'ailleurs dit, et vigilante. La première fois. L'UDR avait dit nous voterons la confiance au Premier ministre lorsqu'il présentera la première fois à l'Assemblée nationale. Il réservait le vote par la suite. Écoutez, je suis à l'UDR, je suis membre du bureau exécutif de cette instance, j'y siégeais il y a encore quelques jours, 4 ou 5 jours. Je puis vous dire que l'UDR est bien décidé à apporter au gouvernement un soutien loyal. Ce qui ne veut pas dire que ce soutien n'est pas vigilant par définition. D'ailleurs, il l'a toujours été, en vérité. Nombreuses ont été les occasions où l'UDR n'a pas apporté la totalité de ses voix dans le passé aux propositions que faisait le gouvernement au Parlement. L'UDR n'a jamais été, contrairement à ce qu'on a dit dans une image de marque simpliste, que l'opposition ne sait plus à accréditer, un parti de godillots. Eh bien, elle ne l'est pas plus aujourd'hui qu'hier, ça va de soi. Mais elle apportera, croyez-moi, un soutien loyal au gouvernement, ce qui veut dire qu'elle prendra, et qu'elle prendra de façon de plus en plus affirmée, sa place loyale dans la nouvelle majorité présidentielle. Tout dépend de la politique que vous ferez. C'est ce que je répondais tout à l'heure à M. Tesson. Est-ce que vous souhaitez, Monsieur le Premier ministre, que les réformateurs centristes et les républicains indépendants arrivent un jour à une fédération, à une confédération, à une fusion, ou bien est-ce que vous souhaitez continuer d'appuyer cette majorité parlementaire présidentielle dont vous parlez tout à l'heure sur 3 piliers? Vous voyez très bien l'implication de la question en cas d'élection législative. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Poniatowski quand il rêve de la constitution d'un grand centre? Vous savez, il ne faut pas avoir à cet égard des idées a priori. Il y a un mouvement des républicains indépendants, il y a un mouvement centriste, réformateur et démocrate. Eh bien, il appartient à ces mouvements de déterminer la nature de leur rapport. De même, il y a un mouvement UDR représenté par un nombre important de députés. La vérité, c'est que la nature même des choses nous conduira à avoir une sorte de confédération présidentielle. Et c'est normal, où chacun aura sa place en fonction de sa vocation, de ses ambitions, de ses aspirations, mais restera uni, comme par le passé, par une certaine conception de l'homme, de la démocratie, de la liberté, une certaine conception libérale, comme dirait M. Fauvet, qui est très attaché à ces choses, et qui permettra de créer des liens très sérieux dans cette confédération dont le chef naturel est le président de la République. Mais, Monsieur le Premier ministre, là, vous êtes... C'est l'esprit de nos institutions. Là, comme chef de la majorité, parce que ce n'est pas le président de la République qui est chef de la majorité, c'est vous, parce que l'UDR ne reconnaîtra pas comme chef de la majorité parlementaire M. Giscard d'Estaing. Êtes-vous là pour sauver l'UDR ou pour l'user peu à peu et l'intégrer à ce grand ensemble libéral, centriste et européen qu'on nous a promis depuis longtemps, pas depuis la campagne présidentielle? M. Fauvet, l'UDR n'a pas besoin d'être sauvé. C'est pas son avis. Et comment? Je n'ai jamais entendu qu'elle avait, qu'elle avait exprimé ou lancé des SOS. Elle a des angoisses, mettons. Que tel ou tel membre de l'UDR, car nous sommes un mouvement où chacun s'exprime avec liberté, et c'est ce qui d'ailleurs, M. Saline, nous caractérise par rapport à un parti politique au sens propre du terme. Nous sommes un mouvement où un certain nombre de tendances sont représentées, où chacun s'exprime. Mais je n'ai pas entendu que l'UDR, en tant que tel, d'ailleurs je ne vois pas pourquoi, aurait lancé une sorte de SOS. Elle n'a pas besoin d'être sauvée. La vérité, c'est que l'UDR existe. Elle existe parce qu'elle a un groupe parlementaire important et cohérent et qui, je le répète, joue le jeu loyalement de la majorité présidentielle. C'est normal, c'est sa vocation, puisque rien dans la politique du gouvernement n'est de nature à provoquer chez elle des réactions négatives. Il y a un mouvement qui existe, qui est un mouvement important, avec un nombre considérable de militants, avec une structure, des fédérations, etc. Eh bien, ce mouvement existe aussi. C'est un mouvement, c'est une différence de nature très importante, très importante.
Et bien ce mouvement continue. Et son ambition, c'est de rassembler autour de lui tous ceux et toutes celles qui participent d'une certaine conception, ou qui partagent une certaine conception de la France, du refus de la facilité, de la dignité nationale, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et son ambition, c'est également d'être un élément important, actif, et je le répète, loyal, de la majorité présidentielle. Il n'y a aucun problème à cet égard. D'ailleurs, l'UDR, au deuxième tour des élections présidentielles, a fait loyalement campagne pour M. Giscard d'Estaing. Avec une ardeur modérée. Avec l'ardeur qu'elle devait y mettre, c'est-à-dire votre jugement sur son ardeur modérée, vous est tout à fait personnel. Moi, j'ai observé un peu partout que cette ardeur a été tout à fait convenable. Monsieur le Premier ministre, j'accepte la Elle a eu une déception, c'est bien évident, et c'est normal. Dans la composition du gouvernement en particulier, dont tout à l'heure, Grimbach et Tesson vous demandaient, sans obtenir finalement une réponse très nette, si c'était vraiment vous qui aviez composé le gouvernement, d'où l'UDR pratiquement été exclu au niveau des ministres. Je n'ai pas voulu rentrer dans le détail pour ne pas alourdir le débat. Nous avons des institutions, une constitution, vous la connaissez. Le gouvernement est en réalité une œuvre commune. Il est proposé par le Premier ministre et nommé par le Président de la République. Ce qui fait que forcément, il y a un accord qui s'impose entre les deux hommes. Et comme de surcroît, et par définition, je l'ai dit tout à l'heure, il ne saurait y avoir de divergence de vue entre le Premier ministre et le Président de la République, car cela impliquerait le départ du Premier ministre, mais il n'y a pas de problème, c'est un faux problème que de dire était nommé par un tel ou par un tel. Ça n'existe pas. Monsieur le Premier ministre, j'accepte votre définition de l'UDR comme un mouvement rassemblant des tendances. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une tendance gaulliste. Il y a des gaullistes venus de la résistance, il y a des gaullistes venus d'autres mouvements, il y a des hommes qui ont suivi le général de Gaulle. Or, ce sont précisément ceux-là, semble-t-il, en tout cas ceux-là en majorité, qui sont le plus inquiets par la composition du gouvernement. Oui, vous n'arriverez pas à les récupérer, je vous le dis par tout de certaines suite, M. Salini, malgré vos efforts méritoires, vous n'arriverez pas à les récupérer. Nous verrons, pas pour les récupérer, je ne veux récupérer personne. Mais nous verrons s'il n'y a pas d'alliance possible entre cela et nous. Nous le verrons. Et vous le verrez aussi. Ce sera d'ailleurs l'occasion que vous êtes de plus en plus largement ouvert aux alliances. Mais pour l'instant, je voudrais que vous nous expliquiez, à ceux qui nous écoutent, que vous expliquiez comment il se fait que ce sont précisément les gaullistes qui sont le plus inquiets de la composition du gouvernement, de l'orientation générale de l'État, de son orientation en politique étrangère, et qui expriment également sur les questions militaires un certain nombre d'inquiétudes. Pourquoi les gaullistes plutôt que d'autres? Écoutez, M. Salini, je ne sais pas où vous voyez une inquiétude aussi manifeste. Je répète, toutes ces orientations... Toutes ces orientations... Ah oui, mais ça, vous avez là qu'un seul son de cloche, n'est-ce pas? Mais, Monsieur Salini, toutes ces orientations en matière de politique intérieure, de politique étrangère, de politique de défense, ont été clairement exprimées dans mon discours de politique générale. Et rien jusqu'ici n'a été dans l'action gouvernementale en contradiction avec ma déclaration de politique générale. Je vous rappelle que tous les députés UDR, sans exception, de même d'ailleurs que tous les députés des trois autres mouvements qui formaient la majorité présidentielle à cette époque, ont voté cette déclaration de politique générale et n'ont pas exprimé à l'époque, que je sache, d'inquiétude sur les orientations qui étaient ainsi définies. Alors ensuite, que vous ayez des déclarations d'un tel ou d'un tel, je le répète, nous avons toute liberté d'expression, et heureusement, nous sommes profondément attachés à cette liberté d'expression. Mais enfin, le fait politique est là. Sur ce thème, il nous reste peu de minutes et nous avons d'autres thèmes à explorer. Je fais le joint cette fois. Justement, Monsieur le Premier ministre, au cours de la campagne électorale, on a remarqué que sur les questions de l'indépendance nationale, Monsieur le Président de la République était, disons, d'une certaine discrétion. Par contre, vous, dans votre déclaration ministérielle, vous avez eu effectivement des formules extrêmement intéressantes pour définir votre politique. Vous avez dit, c'est pourquoi l'indépendance nationale restera l'objectif intangible de notre politique, et vous avez ajouté, en termes excellents, me semble-t-il, l'indépendance, c'est-à-dire la capacité de prendre nous-mêmes et librement les décisions dont dépend notre destin en fonction de nos intérêts tels que nous les concevons et des valeurs que nous reconnaissons. Je dis en termes excellents, et je ne vous accuserai pas, ce serait injustice d'avoir dit cela avec cette force, parce qu'une grande partie de votre majorité avait sur ces problèmes quelques complexes. Mais je vous demanderai au contraire comment vous pouvez justifier
après avoir dit ce que vous avez dit devant l'Assemblée nationale, la signature de la Charte atlantique avec les engagements qu'elle comporte, engagements extrêmement forts, peut-être pas dans les termes qui ont été employés, mais extrêmement forts si on la rapporte à une situation nouvelle, une situation qui évolue vers la détente. Comment est-il possible qu'il en dise ce que vous avez dit de l'indépendance? Vous avez aussitôt signé cette charte qui nous engage à des consultations avec les États-Unis d'Amérique, qui nous engage à conserver les forces américaines en Europe et qui nous engage à contribuer par notre force de frappe, à ce qu'on appelle la défense commune des pays du pacte atlantique. Même signée au pas de course, cette charte me paraît contredire votre propos sur l'indépendance. Ce qui contredit quelque chose, M. Salini, c'est votre affirmation par rapport à la réalité. Tout d'abord, je n'ai pas signé de charte. Il y a un traité de Washington qui a été signé en 1949. Il y a une alliance atlantique dont la France est membre à part entière, ce qu'elle n'a jamais contesté. Il y a une organisation intégrée dont la France est sortie et dans laquelle elle n'a absolument aucune espèce d'intention d'entrer le moins du monde. À partir de là, il y a eu une déclaration à l'occasion du 25e anniversaire du traité de Washington, il y a eu une déclaration d'Ottawa. Et c'est ça que nous avons signé. Alors je vous rappelle, puisque vous voulez faire de la précision historique, qu'il s'agit d'une initiative prise il y a environ un an par M. Kissinger, le secrétaire d'État américain pour les affaires étrangères, et qui avait, c'est vrai, une ambition importante en matière, je dirais, d'intégration politique atlantique. À la suite de quoi, le ministre des Affaires étrangères français, qui était à l'époque M. Jobert, a déposé en octobre un document sur le bureau des 15 nations qui font partie de l'Alliance atlantique. Et c'est en fait à partir de ce document qu'a été rédigée la déclaration atlantique, et tout le mérite de la France a été d'imposer sa propre conception et d'obtenir que le document qui a été finalement signé soit, je dirais, à des nuances infinitésimales près, celui qui a été signé. Et d'ailleurs, vous observerez, M. Salini, malgré la campagne que votre journal a pu faire à cet égard, et qui était d'ordre tactique, n'est-ce pas? Vous observerez, mais bien sûr que je le lis tous les jours, n'est-ce pas? Vous observerez que même les censeurs les plus vigilants ou les plus inquiets sur l'évolution que pourrait prendre le gouvernement à cet égard n'ont pas cru devoir critiquer le moins du monde une initiative qui était un succès de la France, un succès important qui avait été initié par le gouvernement français au mois d'octobre 1973, qui a été surtout parachevé par l'actuel ministre des Affaires étrangères et par le gouvernement français, et qui, incontestablement, a permis, tout en conservant nos principes, d'actualiser un certain nombre de choses compte tenu de l'évolution moderne. Il n'y a pour la France aucun engagement atlantique supplémentaire par rapport à ceux que nous avons toujours soutenus, défendus, et par rapport à une alliance dont nous étions membres. Pour vous en justifier, Monsieur le Premier ministre, il serait excellent que vous preniez une initiative pour la relance de l'union politique européenne, avant la fin de la décennie, bien sûr. Est-ce que vous avez l'intention de le faire? Monsieur Tesson, aujourd'hui, la France, à partir d'aujourd'hui, la France assume la présidence du Conseil des ministres de la Communauté. Eh bien, le président de la République a indiqué bien clairement que la France utiliserait cette période de 6 mois, pendant laquelle, à son tour, elle assume cette responsabilité, pour prendre un certain nombre d'initiatives qui permettront effectivement une relance européenne. Vous connaissez notre objectif. Eh bien, nous le souhaitons vivement. C'est une affaire que nous ne ferons pas seuls. Il ne s'agit pas de faire je ne sais quelle déclaration politique qui nous permettrait de tirer une espèce de succès de presse, mais de faire réellement progresser l'Europe vers cette Union européenne qui est nécessaire, et par conséquent, nous nous y emploierons. Vous l'observerez non pas avant la fin de la décennie, mais avant la fin des 6 prochains mois. Monsieur le Premier ministre, nous sommes passés à pieds joints de l'Atlantique à l'Europe, et à pieds joints par-dessus la défense. Mais l'heure tourne, et nous avions plusieurs, je dis nous parce que nous en avions parlé avant l'émission, plusieurs questions à vous poser sur la défense. Mais je voudrais au moins vous en poser une. Vous préoccupez-vous de l'état d'esprit actuel de l'armée, non seulement du contingent, mais des cadres, d'actifs? Pensez-vous notamment modifier les règles, vieilles de plusieurs décennies, qui aboutissent à une discipline qu'aucune armée n'admet maintenant,
Et dans votre extrême libéralisme, pensez-vous en particulier élargir le statut des objecteurs de conscience? Car ça, c'est une société plus détendue, telle que nous l'a promise M. Giscard d'Estaing. M. Fauvet, nous sommes préoccupés par ces problèmes. C'est la raison pour laquelle nous avons engagé dès maintenant, et ça fait partie des réformes que nous étudions actuellement et dont je ne pourrai pas parler car ne peuvent pas se traiter légèrement, nous avons étudié nous étudions une réforme du service militaire. Nous étudions également un certain nombre d'améliorations à apporter à la condition militaire qui le mérite et qui le justifie. C'est parfaitement légitime et il faut le faire. Quelle sera la nature de cette importante réforme, je ne peux pas encore vous le dire. Mais en tous les cas, elle sera faite de façon à répondre effectivement à un certain nombre d'ambitions, dans la mesure où elles sont légitimes et où elles ne mettent naturellement pas en cause la structure même d'une armée qui doit tout de même avoir un minimum de discipline. L'ennemi n'est pas à nos portes. Oui, mais n'est-ce pas, on ne fait Ni pas... à l'intérieur. Oui, on ne fait pas simplement une armée pour défiler le 14 juillet, n'est-ce pas, même si c'est agréable pour un certain nombre de spectateurs. On l'a fait pour, le cas échéant, assumer notre propre défense. Et donc, par conséquent, il n'est pas question, à cet égard, de remettre en cause l'effort de défense nationale que la France s'impose et continuera, bien entendu, de s'imposer, et qui est d'ailleurs le complément indispensable à toute politique de détente. Il n'y a pas de politique de détente sans politique de défense, ça, je n'y crois absolument pas. Donc nous poursuivrons cet effort de modernisation de notre armée, c'est certain, et nous le ferons en faisant un certain nombre de réformes qui, sur le plan du service militaire ou sur le plan de la condition militaire, pourront apporter un certain nombre d'éléments nouveaux dans les rapports qui doivent exister entre l'armée et la nation. Mais pendant que vous préparez ces réformes, Monsieur le Premier ministre, il y a de jeunes soldats du contingent qui, à l'occasion de l'élection présidentielle, ont écrit aux candidats notamment pour demander à bénéficier d'un certain nombre de droits dont bénéficient tous les citoyens français, dont doivent bénéficier les jeunes citoyens français, d'autant plus que maintenant le droit de vote est abaissé jusqu'à l'âge de 18 ans. Or, certains d'entre eux sont punis. À telle enseigne qu'à Rouen, la punition d'un de ces jeunes soldats justifiait l'intervention des partis de gauche. Vous ne trouvez pas qu'il y ait une contradiction entre cette ardeur réformatrice et la réalité des choses quotidiennes? Monsieur Salini, je dois dire que je ne connais pas l'exemple de Rouen, et si j'avais su que vous deviez me poser une question cette fois, si vous avez précise... mal lu l'humanité, j'en suis désolé. Si vous m'aviez prévenu, vous me poseriez une question si précise, j'aurais probablement les arguments qui me permettraient de vous répondre. Je dois dire qu'il y a d'autres unités où les officiers d'actifs, à un haut niveau, sont entrés en dialogue avec les soldats qui réclamaient en effet un certain nombre de droits, d'ailleurs élémentaires. Oui, je ne suis pas absolument certain que le dialogue politique entre les officiers et les soldats soit la meilleure forme de la concertation au sein d'une armée moderne. Mais enfin, tout ceci demande à être examiné et étudié. Pourquoi? On a parlé de défense, on a parlé de détente, parlons de politique étrangère pour quelques instants, il nous reste peu de minutes. Est-ce que vous avez l'impression qu'il existe une politique étrangère giscardienne? Le président de la République a exprimé sa conception de la politique étrangère, d'une part au cours de sa campagne en indiquant les grands axes de sa politique étrangère. M. Fauvet le rappelait tout à l'heure, elle doit être libérale, européenne, veut dire courtoise également, ce qu'il souhaite beaucoup et il a raison. C'est pas l'avis de M. Jobert. Je ne suis pas de provoquer des affrontements entre les hommes. M. Jobert, vous l'avez entendu à Verdun. M. Jobert a un style, le président de la République en a un autre, et puis pour le moment, c'est le président de la République qui est responsable des affaires de l'État. Bon, et donc lui souhaite que la diplomatie soit à la fois ferme et courtoise. Je veux dire que j'adhère tout à fait à cette conception des choses. Mais il a donc exprimé les grandes lignes de sa conception en matière de politique étrangère. Il les a exprimés très clairement sur le plan européen, a eu l'occasion aujourd'hui même, et j'assistais à ces entretiens, de le dire au Premier ministre belge, M. Tindemans, qui est parti d'ailleurs, je crois, très satisfait de la volonté de progression européenne qui a été affirmée par le président de la République. Il y a donc incontestablement, et c'est, je dirais, la moindre des choses, une politique étrangère de M. Giscard d'Estaing. Vous pouvez la définir avec d'autres adjectifs que libérale, courtoise. Est-ce que, par exemple, l'atlantisme, dont on semble être moins éloigné, même si on s'en est peu rapproché, est vraiment compatible avec une certaine idée de la construction de l'Europe? Écoutez, très franchement, ça c'est encore une espèce de serpent de mer qui me paraît tout à fait hors de saison. D'abord, l'atlantisme, il faudrait le définir. Bon. La France, à cet égard, a pris une position.
Le président de la République, depuis longtemps, a été solidaire de cette position, ayant appartenu à tous les gouvernements, ou à beaucoup de gouvernements qui l'ont soutenu. Il a réaffirmé la même position. Et rien dans le mois et demi qui vient de passer n'est de nature à remettre en cause cette position de la France, qui est une position d'indépendance. C'est vrai que nous sommes profondément attachés, que le président de la République est profondément attaché à l'indépendance nationale, et que rien ne sera fait par nous qui puisse remettre en cause cette indépendance nationale. C'est très clair, c'est un élément fondamental de notre politique étrangère. Donc pas de changement en politique étrangère. C'est ce que vous voulez dire? Le changement en politique étrangère, ça consiste essentiellement à s'adapter à l'évolution des choses tout en étant fidèle aux principes qui sont ceux de la dignité de la France à l'extérieur. Et ces principes, effectivement, ne changeront pas. Il y a une question qui est, je crois, sur les lèvres de tous mes confrères ici, et que se pose probablement à beaucoup de téléspectateurs. Je pense qu'il serait peut-être plus décent que je la pose moi-même, je vais me jeter à l'eau, vous allez me pardonner, c'est bien sûr l'ORTF. Vous allez refuser de répondre, c'est normal. Il y a demain un comité interministériel et surtout mercredi un conseil des ministres important à ce sujet. Est-ce que je peux vous demander quand même si vous avez vraiment l'impression, comme l'indiquait le PDG de l'Office, M. Marcelon, lorsqu'il quittait M. Giscard d'Estaing à l'Élysée tout à l'heure, que mercredi il va se passer quelque chose? Écoutez, je n'ai aucun commentaire à faire sur ce point. Il est certain qu'il y a un problème, et personne ne le conteste, de l'ORTF. Et il est certain que c'est par conséquent l'un des domaines où une réforme s'impose. Alors, le gouvernement est en train d'étudier cette réforme. Il en discutera demain, à l'occasion d'un conseil restreint. Il en discutera mercredi en conseil des ministres. Et j'ai tout lieu de penser qu'à la sortie du Conseil des ministres, les Françaises et les Français, et donc vous-même, seront éclairés sur la volonté du gouvernement de procéder à une réforme de l'ORTF qui permette à la fois d'assurer une meilleure gestion de cet organisme, nécessaire à la vie même de la nation, et d'assurer aux Français, je dirais, une meilleure réception des programmes auxquels ils ont droit, ne serait-ce que parce qu'ils payent la redevance. Dans votre déclaration de politique gouvernementale, qui est longue, elle fait 500-600 lignes peut-être. Il y a 2 lignes sur l'information. 2 lignes. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, vous vous rappelez quand même. Vous dites qu'elle doit être, si je me rappelle bien, elle doit être libre, claire et objective. Ce sur quoi tout le monde est absolument d'accord. Je me réjouis. Est-ce que... Oui, ça n'engage à rien. Est-ce que ça signifie que vous n'avez pas d'idée en la matière et que vous n'avez pas de politique de l'information? Écoutez, vous le verrez après-demain. Vous le verrez après-demain, et je vous assure que on verra les deux choses en une. Nous avons des idées, et nous définirons une politique. Mais sur le... je ne parle pas seulement de l'ORTF. Je parle de l'information. Je parle d'information, ses structures... Vous ne croyez pas que le meilleur service qu'un gouvernement puisse rendre à l'information, c'est de ne pas avoir de politique d'information? Oui, je le crois. C'est d'ailleurs pourquoi il n'y a que 2 lignes. C'est d'ailleurs pour répondre à ce principe que nous n'avons pas créé de ministère de l'information, vous l'avez observé. Mais une délégation générale quand même. Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, qui n'a rien à voir avec un ministère. Nous arrivons au bout de notre temps, nous l'avons même dépassé, nous avons laissé faire volontairement. Je voudrais vous poser une dernière question avant que nous nous séparions. Vous avez 42 ans, vous avez conquis, certains disent, brûlé les étapes rapidement pour arriver jusqu'à ce poste de Premier ministre que vous occupez aujourd'hui. Vous êtes ambitieux, on l'a dit tout à l'heure, vous l'avez précisé au sens noble du terme, pour servir l'État, pour servir le pays. Est-ce que vous imaginez déjà ce que vous serez ou ce que vous ferez, disons, dans 6 à 8 ans, en clair, à la fin du septennat et à la veille de la cinquantaine pour vous? Tout dépendra de bien des choses, Monsieur Eberlé, et notamment de la capacité dont j'aurais fait preuve ou dont je n'aurais pas fait preuve à diriger à la place qui est la mienne aujourd'hui les affaires de la France. Serez-vous candidat à la présidence de la République? C'est tout à fait prématuré. Dans 7 ans. C'est tout à fait prématuré d'en parler, Monsieur Fauré. Monsieur le Premier ministre, messieurs, je vous remercie d'avoir participé à ce débat qui, pendant près de 70 minutes, et oui, l'heure a tourné, nous a permis de nous entretenir avec Monsieur Jacques Chirac, Premier ministre, de le connaître un peu mieux peut-être, je dis un peu, et de l'interroger surtout sur l'action présente et sur l'action future de son gouvernement. C'était le but d'Actuel de ce soir. J'espère que nous y sommes parvenus au moins en partie. Lundi prochain, un autre invité, un autre débat, d'autres journalistes. Actuel 2. Merci de votre attention et bonsoir. Thank you.